Bonjour Laurent Gédéon, vous êtes enseignant et chercheur à l'Université catholique de Lyon et à l'Institut de l'Asie orientale, École normale supérieure de Lyon. Alors, le Vietnam fait actuellement l'objet de 3 enquêtes ouvertes par les États-Unis. Voilà, c'est surpollution et après violation de la propriété intellectuelle et puis le travail forcé. Et pourquoi ces 3 enquêtes sont-elles lancées là, à ce moment précis? C'est intéressant et je pense que ça mérite qu'on revienne un petit peu en arrière, notamment en 2025. Je rappelle le 16 mai 2025 à Jeju, en Corée du Sud, juste après la conclusion de la 31e réunion ministérielle de l'APEC sur le commerce, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hon Dien, qui était le chef de négociation du gouvernement vietnamien à l'époque, puisque c'est le vice-président de l'Assemblée populaire aujourd'hui, avait eu une séance de négociation au niveau ministériel, donc à un niveau élevé, avec le représentant américain au commerce, qui était déjà donc Jamison Greer. À la suite de ces entretiens, il avait été annoncé que le Vietnam et les États-Unis étaient parvenus à un accord de haut niveau sur les principes, les approches, les orientations de contenu et les plans qui concernaient leurs négociations en vue d'un accord commercial réciproque. Cette rencontre avait été suivie par un second cycle de négociations techniques qui avait eu lieu cette fois à Washington, du 19 au 22 mai, et puis d'un troisième cycle de négociations, toujours à Washington, du 8 au 12 juin. La dynamique s'était poursuivie et en octobre 2025, les États-Unis et le Vietnam avaient publié une déclaration conjointe établissant un cadre pour un accord commercial réciproque, équitable et équilibré. Depuis, et malgré des mois de négociations, les deux parties n'ont toujours pas conclu d'accord, en tout cas d'accord définitif, et les négociations sont au point mort en raison de problèmes importants, et en particulier l'accès au marché et l'important excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis. Cet excédent commercial n'a pas cessé de croître à mesure que les fabricants délocalisaient leur production vers le Vietnam dans le cadre de réorganisation de chaînes d'approvisionnement plus larges au niveau mondial. Et c'est une situation qui est d'autant plus problématique que les États-Unis constituent le principal marché d'exportation du Vietnam, mais c'est une relation qui est marquée par un très fort déséquilibre, puisque le déficit commercial américain s'est creusé d'année en année et atteint aujourd'hui 178,2 milliards de dollars américains. Alors, il est possible que ce soit un des facteurs explicatifs de l'ouverture, effectivement, en mars 2026, de 2 premières enquêtes qui visaient le Vietnam, des enquêtes qui ont été annoncées par le représentant américain au commerce et qui s'appuient sur l'article 301 de la loi de 1974 sur le commerce, qui porte sur les pratiques commerciales déloyales, c'est-à-dire surcapacité structurelle et travail forcé. Et ces 2 premières enquêtes ont été suivies par une troisième. Le 29 mai dernier, Jamison Greer a annoncé qu'une nouvelle enquête portait sur les actes et les politiques du Vietnam en matière de protection et de respect de la propriété intellectuelle et avait pour objectif d'évaluer leur impact sur le commerce américain. Alors, c'est une enquête qui est menée comme les précédentes, sur la base de l'article 301 de la loi sur le commerce, mais qui ouvre surtout la voie à de nouveaux droits de douane sur les produits vietnamiens. Cette décision de Greer, en fait, elle faisait suite à un rapport qui a été publié le 30 avril par son service, dans lequel le Vietnam était désigné comme, je cite, une préoccupation majeure et surtout comme, encore, je cite, un pays étranger prioritaire en matière de droits de propriété intellectuelle. Alors, c'est très intéressant parce que cette désignation, pays étranger prioritaire, représente une première en 13 ans. Il n'y en avait pas eu. Et elle est réservée aux pays ayant commis les atteintes les plus graves à la propriété intellectuelle, autrement dit aux pays, je cite, ayant les actes politiques et pratiques les plus répréhensibles en matière de propriété intellectuelle et ayant le plus grand impact négatif sur les produits américains concernés. C'est une identification qui signifie que le pays concerné n'a pas entamé, je cite, de négociations de bonne foi, ni réalisé de progrès significatifs dans les négociations. Et donc cette identification vise à assurer une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle. Et je rappelle que la liste des pays qui figurent sur ce qu'on appelle la liste de surveillance prioritaire, c'est-à-dire juste en dessous de pays étrangers prioritaires. Donc c'est une liste qui comprend des États comme la Chine, l'Inde, le Chili, l'Indonésie, la Russie, le Venezuela, etc. Et c'est probablement, à mon avis, ce contexte économique défavorable et la lenteur des négociations qui a amené Washington à accroître sa pression sur Hanoï. Et il faut se souvenir d'un point, c'est que les élections de mi-mandat approchent, qu'elles auront lieu en novembre,
et que Donald Trump a besoin de victoires, qu'elles soient économiques ou militaires, à mettre en avant face à ces acteurs. Donc ça peut aussi expliquer la concomitance de dates. Alors, quelles mesures les autorités américaines pourraient-elles prendre si le Vietnam est mis en cause? Les éléments qu'on vient de voir vont sans doute pousser l'administration Trump à intensifier sa pression sur le Vietnam, dont l'économie, on l'a vu, est fortement dépendante du secteur des exportations, et notamment en direction des États-Unis. Et c'est un contexte qui peut fournir au président américain le fondement juridique nécessaire pour imposer unilatéralement des droits de douane à Hanoï sur les importations en provenance du Vietnam, puisque celui-ci est considéré comme se livrant à des pratiques commerciales déloyales. Cela étant, ce qu'on voit pour le moment, c'est que le représentant américain au commerce a indiqué qu'il prévoyait de consulter le président Donald Trump afin de déterminer si des mesures correctives devaient s'avérer nécessaires. Et il a précisé qu'il s'agit d'un processus qui pourrait prendre plusieurs mois. Et Geer a précisé aussi, dans un communiqué, qu'il allait attendre de voir si le Vietnam prenait la décision de résoudre ses préoccupations, qu'il a indiquées comme étant des préoccupations de longue date, d'une manière, que je cite, durable et dissuasive pour les futures violations de ses droits. Donc il semble que pour l'instant, les États-Unis privilégient la négociation et cherchent à ménager le Vietnam, qui reste, pour Washington, une carte importante dans le contexte géopolitique asiatique qu'on connaît comme étant particulièrement sensible et complexe. Et puis il est aussi possible que Washington exerce une pression actuellement sur le Vietnam pour obtenir de Hanoï que le Vietnam signe un accord sur le commerce réciproque, ce qu'on appelle en anglais Agreement on Reciprocal Trade, ART, à l'image par exemple de celui qui a été signé entre les États-Unis et la Malaisie. Et c'est un accord qui porterait sur des ajustements tarifaires, une coopération sectorielle et réglementaire et évidemment l'accès mutuel au marché. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'une des conséquences des ART est de renforcer l'alignement des partenaires sur les États-Unis, y compris dans le cadre de leur rivalité économique avec la Chine. Donc les États-Unis sont en mesure de prendre des décisions à l'encontre du Vietnam, probablement des décisions qui porteraient sur la tarification douanière, mais il est vraisemblable qu'ils vont attendre. Alors, quel impact ces enquêtes ainsi que d'éventuelles sanctions américaines pourraient-elles avoir sur le Vietnam? Si des sanctions devaient intervenir, elles auraient un impact non négligeable sur le Vietnam. Je rappelle que depuis la signature de l'accord commercial bilatéral entre les États-Unis et le Vietnam en 2000, les importations américaines de biens en provenance du Vietnam ont connu une croissance qui est absolument spectaculaire, puisqu'elles sont passées de 1 milliard de dollars en 2001 à 193 milliards en 2025. Ces chiffres paraissent considérables, mais il faut aussi les mettre en perspective. Parce que bien que l'excédent commercial bilatéral du Vietnam avec les États-Unis soit très important, puisqu'il atteint, on l'a dit, 178 milliards de dollars en 2025, la part du Vietnam dans le total des importations mondiales américaines en 2025, et le total se montait à 3 400 milliards de dollars. Donc la part du Vietnam dans ce montant, c'était 5,6%. Et les importations vietnamiennes se montent, si on fait le calcul, à peu près 0,6% du PIB américain. Ces éléments montrent que les États-Unis sont en position de force pour négocier avec Hanoï. Parce que compte tenu de la dépendance de l'économie vietnamienne aux exportations, et particulièrement aux exportations en direction des États-Unis, qui représentent à peu près 27%, l'impact des mesures de rétorsion américaines pourrait être dévastateur. Et c'est la raison pour laquelle Hanoï a réagi avec célérité aux déclarations des responsables américains. Le Premier ministre vietnamien, Lee Minh-hoon, a ainsi déclaré que son pays était déterminé à lutter contre les violations de la propriété intellectuelle. Et il l'a fait très rapidement, le 7 mai, c'est-à-dire une semaine après la publication du rapport du représentant américain au commerce. Et le gouvernement vietnamien a ordonné une campagne d'1 mois contre les sites de piratage, les contrefaçons et les atteintes aux marques. Et l'objectif recherché par les autorités vietnamiennes, c'était une augmentation de 20% du volume des poursuites engagées. J'ajoute que la réaction des autorités vietnamiennes n'est pas une première, puisque Hanoï avait déjà lancé une répression similaire en 2025, après l'annonce par l'administration Trump d'une augmentation des droits de douane de 46%, on s'en souvient, sur les importations en provenance du Vietnam, une augmentation qui avait été ensuite ramenée à 20% en juillet 2025 et puis réduite à 10% en février 2026 à la suite d'une décision de la Cour suprême américaine. Vous avez évoqué que le Vietnam a réagi par des déclarations et aussi par action, mais en réalité, et puis concrètement,
comment devrait-il faire face à cette situation et les mesures prises par les États-Unis auraient-elles un impact sur les relations entre les deux pays, déjà très marquées par des tensions liées au déficit commercial? Oui, parce que les relations américano-vietnamiennes connaissent des turbulences en fait depuis plusieurs mois. Et d'éventuelles sanctions financières de la part de Washington pourraient avoir comme effet de complexifier davantage une situation qui est déjà compliquée. En fait, il s'agit d'une évolution dans les relations américano-vietnamiennes qui est récente, puisque je rappelle, et que ce n'est pas si vieux, que les relations américano-vietnamiennes avaient atteint un sommet en 2023 sous l'administration Biden, avec leur élévation au rang de partenariat stratégique global. Et en fait, la bascule s'est faite très récemment, et s'est faite sous l'administration Trump, qui a inversé la tendance par une série de mesures douanières. Et ces mesures ont été fortement critiquées par les responsables vietnamiens, et en particulier celles qui avaient été appliquées au secteur du mobilier, parce qu'il s'agit d'un secteur qui est en pleine croissance au Vietnam, et que le gouvernement vietnamien souhaitait privilégier ce secteur par rapport à d'autres. Donc on avait une atmosphère négative qui a été aggravée par ce qui a été perçu comme une incohérence dans les postures politiques de Donald Trump, qui rendait peu lisible, ou même illisible, la politique américaine. Et à ceci s'ajoute la vulnérabilité du Vietnam, qui est liée à sa dépendance aux exportations vers les États-Unis, comme on l'a dit, et au fait qu'Hanoï n'est pas en mesure de compenser les droits de douane qui lui sont imposés, en s'engageant, par exemple, comme le font d'autres pays, qui sont des économies plus fortes, plus développées, comme le Japon et la Corée du Sud, donc en s'engageant à investir aux États-Unis. À ces éléments économiques se rajoutent des facteurs d'ordre stratégique qui ont contribué à alourdir les relations entre les deux pays. Il y a d'abord le fait qu'au cours de l'été 2025, des rumeurs ont commencé à circuler qui concernaient la signature par le Vietnam d'importants contrats avec la Russie pour des systèmes de défense aérienne et maritime, et ce, au mépris des sanctions internationales. Et c'est en fait en particulier une enquête du New York Times, qui est datée du 27 octobre 2025, qui a révélé que le Vietnam avait acquis auprès de Moscou un système de guerre électronique qui est destiné spécifiquement aux chasseurs Su-35, Sukhoi 35. Et il s'agit de systèmes complexes dont l'objectif est de brouiller et de dévier les missiles. Et selon le New York Times, le contrat s'est levé à 8 milliards de dollars et portait sur 40 nouveaux avions de chasse. Alors c'était un premier élément d'ordre stratégique. Et puis il y a eu un deuxième facteur de méfiance qui a été lié à la publication d'un rapport par une ONG, qui est Project 88, Projet 88. Et selon ce rapport, les stratèges militaires vietnamiens se préparent secrètement à une éventuelle invasion par les États-Unis et leurs alliés. Et ce, malgré l'élévation des relations des deux pays à leur plus haut niveau diplomatique, au même plan que celle qui lie le Vietnam et la Russie, ou le Vietnam et la Chine. Or, ce partenariat stratégique global mentionne explicitement les États-Unis et le Vietnam en tant que partenaires de confiance liés par une amitié fondée sur le respect mutuel. Citation. Or, le rapport incriminé est basé sur un document militaire interne qui a été divulgué par la marine vietnamienne sous l'égide du ministère de la Défense le 1er août 2024. Et ce rapport est intitulé « Le deuxième plan d'invasion américain ». Et c'est un document qui indique qu'il existe actuellement peu de risques de guerre contre le Vietnam, mais qui note que, compte tenu de la nature belliqueuse des États-Unis, il faut rester vigilant afin d'empêcher les États-Unis et leurs alliés de créer un prétexte pour lancer une guerre d'agression contre le Vietnam. C'est un document qui met, je pense, en lumière la crainte de voir des forces extérieures fomenter un soulèvement contre la direction du pays. Et ce rapport suggère que, dans la poursuite de leur objectif de renforcement de la dissuasion face à la Chine, les États-Unis sont prêts à appliquer des formes non conventionnelles de guerre et d'intervention militaire, voire à mener des invasions à grande échelle contre les pays qui s'écartent de leur orbite. Et les récents développements qu'on a vus au Venezuela, en Iran, et les menaces qui pèsent sur Cuba ne peuvent que renforcer la méfiance des dirigeants vietnamiens. Donc, il est vraisemblable que dans ce contexte compliqué, le Vietnam va effectivement réagir, mais il va chercher à garder un équilibre et une relative distance avec les États-Unis. Et je crois qu'un élément qui pourrait corroborer ça est la tenue le 16 mars dernier, donc tout récemment, du premier sommet 3+3, 3+3, avec la Chine, qui réunissait les ministres de la Sécurité publique, de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays. Et à l'issue de ces discussions, le secrétaire général vietnamien, To Lâm, s'est entretenu séparément avec les délégations chinoises. Et c'est des contacts qui s'inscrivent dans une série d'échanges de haut niveau entre Pékin et Hanoï depuis octobre 2025, date à laquelle To Lâm s'était entretenu avec le premier ministre chinois, Li Qiang, en marge d'un défilé militaire nord-coréen.
Alors, le fait que cette rencontre soit intervenue un mois à peine après la première rencontre de Trump avec Donald Trump montre, je crois, que Hanoï garde le souci de conserver un lien avec la Chine de manière à être en mesure de renforcer sa position face aux pressions américaines. Merci Laurent Gédion. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon et à l'Institut de l'Asie orientale, École normale supérieure de Lyon. Merci beaucoup. Je vous en prie.